l'épisode précédent, nous avons abordé la bien vaste notion de la maîtrise de soi. Ainsi, je réfléchissais à quoi faire pour illustrer convenablement la chose et il m'est venu l'idée de parler de Phileas Fogg. Non seulement parce que ce personnage décrit le concept à son paroxysme, mais aussi parce qu'il représente les valeurs auxquelles doit aspirer un homme. Dans cet épisode, nous allons essayer de donner un aperçu de ce personnage fictif car il est l'archétype même du pratiquant du contrôle de soi. Ou plus précisément, je dois me répéter ici, de la maîtrise de soi. Souvenez-vous que dans l'épisode précédent, nous avons essayé de faire une petite différence entre ce qu'est la maîtrise de soi et ce qu'est le contrôle de soi. Alors, bien que le personnage de Phileas soit fictif, les qualités sont réelles et nous pouvons les désidéaliser pour mieux appréhender et en faire des armes personnelles. Je vais déjà commencer par vous présenter le personnage et situer le contexte pour mieux cadrer cet épisode. Le livre sur lequel nous planchons aujourd'hui a certainement bercé vos enfances à certains d'entre vous, pas sous une forme de livre, mais de dessin animé ou de film. Et ces transcriptions ont été privées de certaines des profondeurs de l'œuvre originale parce qu'il fallait rendre la production accessible à la plus grande masse. Je crois qu'on a tous entendu parler du tour du monde en 80 jours. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite présentation du livre, contextualiser le rapport avec notre épisode à travers son personnage principal, Monsieur Phileas Fogg Esquire, flanqué de son compagnon éternel, le cher et bon Passepartout. Le tour du monde en 80 jours est un livre écrit par l'auteur-écrivain français Jules Verne et publié pour la première fois en 1872 et ce livre raconte l'histoire d'un Anglais nommé Phileas Fogg. Phileas Fogg est présenté dans le livre comme un homme excentrique. Comprenez par excentrique ici l'adjectif qualificatif appliqué à une personne qui pose des actes non conventionnels qui tendent un peu vers la bizarrerie. Pour ceux qui ont lu ce livre, ils ont certainement remarqué à quel point Phileas Fogg est vraiment étrange. Il est de l'étrange qui pousse un homme à renvoyer son valet de chambre pour une différence de 2 degrés Fahrenheit dans la température de son eau de rasage. C'est comme cela que Passepartout est entré à ses services après qu'il ait renvoyé James Foster. Ici, on dira plus congédié parce que les Anglais de cette époque sont connus pour le politiquement correct et surtout leur rigidité sur la bienséance. Cette excentricité y est pour beaucoup dans le déroulement de ce livre parce qu'il est le motif principal qui conduira Phileas à prendre un pari risqué contre ses collègues les membres du Reform Club. En effet, lors d'une conversation impliquant un vol de 55 000 livres survenu à la Banque d'Angleterre, Phileas Fogg s'est révélé être une sorte de connaisseur de la géographie mondiale, puisqu'il soutenait, après une remarque de l'ingénieur Andrew Stewart, que le voleur des 55 000 livres de la Banque d'Angleterre, s'il le voulait, s'il se décidait à dépister la police, pourrait
facilement voyager à travers le monde et revenir tranquillement en Angleterre au cours d'une période qui n'excéderait pas 80 jours. Andrew Stewart opposa à cette affirmation l'argument selon lequel l'on ne pourrait être certain de cette fenêtre à cause des difficultés de navigation qu'il y avait à cette époque. Rappelons, chers amis, que le 19e siècle est le siècle où le transport a connu les plus grands essors. En 1830, par exemple, le premier chemin de fer est ouvert en Angleterre. Donc techniquement 4 décennies juste avant que Phileas Fogg ne prenne sa décision. Comparativement au siècle suivant, on peut donc affirmer que le transport faisait des pas de bébé à cette époque-là. Mais ces essors-là sont des essors parce que c'est la première fois que ces choses se faisaient. Si on s'en tient à la définition même du mot essor, on se rendra compte qu'il a pour synonyme des mots comme envol, partance, décollage, départ et j'en passe. Uniquement des mots qui peignent le caractère primitif des moyens de transport. Dans ce sens, alors, on comprend le doute d'Andrew Stewart quant au fait que l'on puisse faire le tour du monde en si peu de temps. Parce que 80 jours à l'époque, là, pour faire le tour du monde, comparativement à aujourd'hui, c'était très peu de temps. Mais aujourd'hui, rendez-vous compte que l'on peut faire le tour du monde en 80 jours, ou beaucoup moins si l'on le veut. Alors, entre autres, comme raison, il a cité un retard d'un train, le retard d'un bateau à vapeur ou n'importe quelle irrégularité qu'occasionnerait une inclémence météorologique, comme tant de faits qui, chacun d'eux, à lui seul, peut faire rater le compte des 80 jours. Malgré ce raisonnement parfaitement factuel, Phileas se cramponnait mordicus à sa certitude. Selon lui, il était parfaitement possible de faire le tour du monde en 80 jours, indépendamment de toutes les embuscades que la nature voudrait bien tendre à qui voudrait faire cette traversée. Accablé et irrité par cette persistance calme et froide du gentleman, Andrew Stewart lancera alors imprudemment à Phileas le défi de faire le tour du monde en 80 jours. Chose que ce dernier acceptera de la manière la plus calme et inémue que l'on puisse contempler. Il fixera alors l'enjeu du défi à 20 000 livres, c'est-à-dire à 4 000 livres par tête, puisqu'ils étaient 5 à soutenir le défi lancé contre lui. Il s'agissait notamment de Andrew Stewart, qu'on a cité, de Gauthier Ralph, de Thomas Flanagan, de John Sullivan et de Samuel Fallentin. Avant d'aller plus loin, chers amis, arrêtons-nous un instant et essayons de comprendre l'enjeu que ce défi représente pour Phileas Fogg. Ses collègues du Reform Club sont 5 à parier contre lui. Ce qui veut dire que chacun d'eux apporte au pari une contribution personnelle de 4 000 livres. Et donc, s'ils devraient perdre collectivement, ils ne perdraient que ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire 4 000 livres. Mais Phileas, étant donné qu'il est leur unique adversaire, il apporte à lui tout seul la somme équivalente de celle que les 5 adversaires ont apporté, c'est-à-dire les 20 000 livres. Ou en d'autres termes, 5 fois ce qu'individuellement ses collègues perdraient. 3 autres détails que nous devons rappeler sont que d'abord, 20 000 livres en ce siècle correspondent aujourd'hui à près de 1,9 million de livres. Et le livre, c'est l'unité monétaire de l'Angleterre. Ceci est pour que vous ayez une idée de l'importance de la somme dont on parle ici. Ensuite, les 20 000 livres que Phileas Fogg pariait correspondaient à la moitié de toute sa fortune. Donc, il utilisait l'autre moitié pour financer le voyage. Donc, non seulement il finançait l'expérience par lui-même,
mais il pariait toute sa fortune sur ce défi. Le troisième détail que nous soulignons ici est que Phileas, malgré qu'il n'eut aucune idée de ce défi, ce même jour, assura à ses collègues du Reform Club qu'il était prêt à commencer le voyage ce même jour. Et ce fut réellement le cas. Deux choses déjà nous sautent aux yeux à ce moment, et ces choses sont le sens de l'honneur de Phileas Fogg et son audace. Plus loin dans l'histoire, à mesure que le voyage se déroulait, nous assisterons à l'introduction d'un nouveau personnage nommé Fix. Fix est un inspecteur de police qui, par erreur, a assimilé le signalement du voleur des 55 000 livres au signalement physique de Phileas Fogg. On peut considérer Fix comme l'antagoniste principal de Phileas Fogg. Tout au long de sa circumnavigation, Phileas fera l'objet de plusieurs embuscades tendues par Fix dans le but de le freiner dans son évolution quand il arriva en Inde, qui, rappelons-le, pendant cette période était une colonie anglaise. L'idée était de retarder Phileas aussi longtemps qu'il faudrait pour obtenir le mandat d'arrêt qu'il fallait à Fix pour pouvoir mettre la main au collet de Phileas. À chaque obstacle, Phileas déjouait miraculeusement dans un calme insolent. Une autre chose qu'on peut noter à ce niveau par rapport à Phileas, en ajout à son sens de l'honneur et à son audace, c'est son sang-froid et sa promptitude à relever les défis. Au moment où John Sullivan le sommait au retour à la raison, invoquant les divers imprévus, il lui répondra d'un ton imposant: les imprévus n'existent pas. Plus loin encore, il dira: je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour du monde en 80 jours, ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Le parcours de Phileas Fogg, comme on aurait pu l'imaginer, a été tapi de plusieurs obstacles, y compris certaines imprudences de Passepartout qui ont coûté des dépenses inutiles à son maître. Aussi, il avait sauvé en chemin une jeune femme qui avait été condamnée selon des coutumes traditionnelles indiennes à un auto-da-fé en tant que veuve d'un Raja. Auto-da-fé est un terme qui littéralement découle de Act of Faith en anglais, qui voudra dire encore acte de foi en français. C'est une sorte d'exécution rituelle qui porte diverses significations selon les religions dans lesquelles elle est pratiquée. En gros, la pratique est célèbre dans sa cruauté qui consiste à brûler vive la personne qui y est condamnée. Jugeant la cruauté de ce sort auquel la jeune Aouda était condamnée, il se fera aider de Passepartout et de deux autres compagnons de route pour sauver la jeune femme. Notons ici que Phileas s'est retrouvé confronté à l'exécution de la jeune femme parce que le train qu'il avait pris pour traverser une portion de son chemin s'était trouvé stoppé en cours de chemin par l'inexistence d'une voie ferrée qui couvre cette portion. À ce moment, il a dû acheter un éléphant pour traverser cette portion du chemin, et c'est en cherchant un raccourci à travers la forêt que son convoi est tombé sur le fait de l'exécution de la jeune Aouda. Après avoir sauvé Aouda, il essaya de l'aider à retrouver son proche en Chine, mais en vain. Alors, à ce moment, il décida donc d'emmener avec lui en Angleterre, car elle se ferait reprendre si elle restait en Inde. Phileas continuera son chemin, déjouant un à un les obstacles qui se mettaient en travers de sa voie. Il fera face à nombre d'obstacles et les déjouera tous.
ceux qui lui sont tendus par Fixe et ceux qui lui sont tendus par l'infortune. Même au moment où, à cause du retard qu'il a pris en sauvant Passepartout, kidnappé par des Indiens, il avait raté son paquebot pour Liverpool, il avait été obligé de détourner et plus tard d'acheter un bateau complet. Cela nous montre à quelle extension il était prêt à déployer son audace pour arriver à ses fins. Même dans le livre, il fut dit, je cite, « Puis il semblait que Phileas Fogg initiât un combat direct avec le destin. » Cette phrase nous révèle à quel point Phileas contenait de décisions de réussir en lui-même. Au bout de 80 jours, il avait gagné son pari. Mais ici, ce qui nous intéresse, chers amis, c'est beaucoup moins l'histoire en elle-même et beaucoup plus le personnage de Phileas Fogg et sa nature calme et indérangeable. J'ai cité plutôt quelques autres qualités qui pourraient faire objet d'intérêt, mais la raison principale pour laquelle nous sommes en train d'assimiler le concept de la maîtrise de soi à Phileas Fogg est que tout au cours du livre, l'auteur Jules Verne a eu la gentillesse de nous peindre en mots clairs les expressions extérieures de Phileas Fogg vis-à-vis des obstacles qui se sont présentés sur son chemin. Une chose remarquable est que pas une seule fois nous avons vu M. Fogg exprimer du désespoir, de la tristesse, du désappointement ou de l'inquiétude. Au contraire, on a vu plutôt que les seules expressions qui transpiraient dans son attitude ou dans ses paroles quand il lui arrivait de parler, de s'exprimer, sont beaucoup plus l'audace, le courage, la générosité et un entêtement profond. Quand Andrew Stuart et ses collègues jetèrent imprudemment ce défi à Phileas, le gentleman ne fit pas une remarque inutile. Il releva le défi avec son calme le plus plat. Quand ils essayèrent de le dissuader, évoquant les intempéries naturelles, il ne fléchit pas. Il savait que ces remarques étaient logiques, mais sa vision globale de la chose le rendait inflexible à n'importe quelle parole de découragement extérieur. Quand la jeune Aouda allait être brûlée, ou quand son valet Passepartout avait été kidnappé, il n'hésita pas une seconde à leur porter secours. Par tous les moments où, pour des raisons, il aurait pu perdre son pari à cause de l'inspecteur Fix, qui, soit dit en passant, travaillait malicieusement contre lui, à son insu, il a fait preuve d'un sang-froid qui inspire le sentiment qu'il y a en lui quelque chose de bien supérieur à toutes les qualités que nous connaissons génériquement à l'homme normal. Quand il fut obligé de détourner ce navire originairement en partance pour Bordeaux, de sorte à ce qu'il puisse le transporter à Liverpool, il ne cligna pas des yeux. Le personnage de Phileas Fogg, cette étrange mixture d'extrême qualité, incarne la grandeur. Ceci est d'autant plus vrai parce que, dans notre réalité, il est très peu de personnes qui seraient en mesure de maintenir le calme et le sang-froid de Phileas par les extrêmes hostilités auxquelles il a dû faire face dans la poursuite de son but. On ne dit pas ici que Phileas n'a ressenti aucun remuement intérieur quand ces choses s'abattaient sur lui pêle-mêle. Cela est un détail que nous ne connaissons pas. Cependant, l'auteur a précisé qu'absolument rien ne se ressentait sur sa face, dans son attitude journalière, qui puisse trahir la quelconque émotion. Cela étant dit, l'extrême générosité de Phileas et puis son humanité et surtout son amour qu'il finira par déclarer à Aouda prouve bien que Phileas ressent bien des émotions comme nous tous, n'est-ce pas? Bien que Phileas soit un personnage fictif, il n'est point exagéré de dire que
Les situations dans lesquelles il s'est souvent retrouvé dans le livre n'en sont pas moins réelles. Jules Verne a mis un accent particulier sur la description des difficultés que Phileas a connues. Ces difficultés, nous en connaissons chaque jour. Même si très peu d'humains ont fait le tour du monde, il est évident qu'à Paris, comme à Londres, ou encore en Égypte, tous les humains ont les mêmes problèmes. Chaque jour, des milliards d'humains font le tour du monde à leur façon. Ils se réveillent le matin, vont vers leurs objectifs, ils se retrouvent confrontés aux obstacles. Mais parce qu'ils manquent du sang-froid, de la maîtrise de soi, de l'audace, de l'entêtement, du sens du sacrifice nécessaire, ils échouent leur vie bien avant qu'elle commence à se montrer prometteuse. Ils s'émeuvent de peu de choses, prennent peur pour des broutilles, de la ruine financière, de la perte de leur femme, de la perte de leur boulot et de la perte de tout un tas de choses qui n'ont réellement pas d'importance. Ils prennent peur du patron car ils n'ont pas en eux la capacité de se détacher émotionnellement des choses du monde. L'histoire raconte que Phileas Fogg n'a réellement rien gagné d'autre que l'amour d'Aouda, car il ne se serait jamais retrouvé en Inde en train de sauver la vie d'Aouda s'il n'avait pas décidé d'y aller. De ces qualités que la nature a mises en chacun de nous, Phileas a décidé de prendre avantage et il s'est retrouvé à son insu à améliorer sa propre vie. Le courage, la détermination, la résilience, l'audace, la générosité, la parfaite maîtrise de soi sont autant de talents qui nous semblent difficiles à pratiquer, surtout dans la société moderne où le capitalisme est affirmé. Messieurs, pratiquer ces valeurs-là vous rend équilibrés. Et comme dans le cas de Phileas, peut, à votre insu, vous emmener vers une chose magnifique que vous ne savez pas que vous méritez. Le plus dignement vous vous comportez face aux difficultés de ce monde, plus respectueuse la vie devient de vous. Elle comprend que même si elle ne vous fait aucune faveur, vous vous êtes hissé à sa hauteur comme Phileas et avez entrepris un combat direct avec le destin. Mais cette ascension que vous avez faite, vous n'auriez pas pu la réussir sans pratiquer ces qualités-là. Je ne dis pas que c'est indiscutable, mais je dis que les gens qui pratiquent ces qualités ont 9 chances sur 10 d'y arriver. Car, voyez-vous les amis, dans la vie, il y a ceux qui atteignent le succès par accident et les autres qui l'atteignent par dessein. Et si vous décidez de faire partie de ceux qui y arrivent par dessein, eh bien, dans 100 cas sur 100, vous devrez pratiquer ces qualités. La réussite ultime, vous l'atteignez quand la vie vous remarque. Elle ne peut pas vous remarquer si vous ne vous hissez pas à sa hauteur. Et ceci, vous ne le ferez pas sans vous départager de la masse. Et vous ne pouvez pas vous départager de la masse sans faire sur vous-même le travail nécessaire. Celui que justement les autres ne font pas. Investissez sur ce que j'appelle désormais l'action en bourse du Phileas Fogg. En investissant sur cette action, faites de toutes ces qualités de Phileas Fogg, vous perdrez des amis, vous perdrez des amoureux et même des parents. Vous perdrez tout ce qu'il y a d'inutile en vous. Mais ce n'est pas grave, car en ce moment, vous vous retrouverez vous-même. Comme Eminem a dit, n'oubliez pas, vous pouvez tout perdre, mais ne vous perdez jamais vous-même. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et surtout messieurs, moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Boy.